Et c'est comme ça que ça commence. Aussi simplement que ça, en fait, c'est la crème mentale, la toute première de la taverne.tv. Et à tout soigneur, tout honneur, disait ce vieux sage Jean Perron, en parlant d'Eddie Pacchak, le regretté. C'est Biz des Locolocas qui est avec nous, ou Biz tout court, devrait-on dire aussi dans les circonstances. C'est mon nom de famille, je l'assume. C'est ma ça, famille. hein? Ouais. Merci d'avoir accepté cette invitation à brûle pour point comme ça, entre deux Gatineaux. Oui. Comment ça se fait d'ailleurs que Gatineau te réclame à tout vent comme ça? Je ne sais pas, c'est une bonne question parce que je visite effectivement des écoles, c'est la troisième cette année, des écoles à Gatineau, donc des profs qui me demandent de venir voir leurs élèves. Je ne sais pas, peut-être que notre parole résonne particulièrement là-bas, peut-être que les écoles ont de l'argent aussi là-bas, je ne sais pas, mais j'y vais, puis on y est allé aussi avec locaux souvent, donc il y a une connivence, il y a une résonance. Là. Fantastique. Hey, là, on est courageux, terrain. hein? Oui, que l'on inaugure. On en parle, mais on n'en boira pas, mais on n'en boira pas, hein? Mais moi, je vais me rappelle des souvenirs de première brosse. Me trempe exactement. Qu'est-ce que ça représente pour toi de voir Montréal entrer en série versus cette saison fabuleuse? Bien, on rentre avec 100 points quand même, ce qui est pas mal, là, justement. Tu rentres par la porte d'en avant, là. Mais avec ça viennent des grandes attentes aussi, donc c'est ça aussi que ça représente. Puis tu dis que c'est Montréal qui entre en série, mais pour moi, c'est le Québec qui entre en série au complet, parce que, comme on le dit dans une fameuse chanson, c'est une équipe nationale, c'est l'équipe d'un territoire puis d'une nation. En attendant mieux peut-être, mais pour l'instant, c'est ça. Et donc, ça représente toutes sortes d'espoirs. Puis moi, je te dirais même que je boude pas mon plaisir à la suite des élections qu'on a eues, à la suite des grandes déchirures politiques qu'on a eues ces dernières années avec les carrés rouges. Après ça, c'est la charte. Après ça, c'est Costi, anti-Costi. Donc, on est une société qui s'entre-dévore, qui se cannibalise. Et les baumes, les pansements, on les prend où on peut. Et pour le meilleur et pour le pire, la seule institution, malheureusement, qui rassemble encore tous les Québécois de toute langue, de tout sexe, de tout âge, de toute provenance, de toute religion. On a vu des kippas avec les signes du CH. C'est les Canadiens de Montréal. Et donc, en ce moment, au Québec, on a vraiment besoin de se retrouver ensemble, dans la rue, de se dire « Salut, on va battre Boston à soir », puis de se parler, de se rencontrer, puis de triper, puis de vibrer à quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Est-ce qu'aussi invraisemblable que ça puisse paraître, on est capable d'affirmer que le Canadien de Montréal est apolitique? Ben, tu sais, moi, il faut que tu remontes à l'origine de cette équipe-là, en 1909. Qu'est-ce que c'est le Canadien de Montréal? C'est d'abord une bonne occasion d'affaires, flairée par un homme d'affaires anglophone, qui a dit, moi, avec les Wanderers puis les Maroons, j'ai mon marché d'anglo, ça, je l'ai, ça va bien, mais on n'a pas de rivalité, on n'a pas d'adversaire, donc j'ai pas d'argent à faire. J'avais donc créé une équipe de francophones qui vont se reconnaître dans cette équipe-là pour les francophones. Puis là, je vais vendre de la bière, là, je vais vendre des billets. Et puis ça dure depuis 1909. En cours de route, cette ontologie ou cette essence-là s'est perdue en cours de route. Mais pendant les années à Maurice, dans les années 50, on avait une équipe et un joueur qui portait le destin collectif d'un peuple sur toutes ses épaules. Donc, je dirais, je ne sais pas si c'est dépolitisé, mais c'est certainement au sens sociologique. C'est un rassembleur national, ça c'est clair. Puis comme je te dis, pour le meilleur et pour le pire, moi j'aimerais ça qu'on puisse se rassembler autour d'institutions communes, autour de grands projets collectifs communs, politiques, écologiques peut-être, mais on va les prendre où ils sont. Puis pour l'instant, ils sont dans le sport. Puis aussi, faut pas sous-estimer aussi, on a eu un changement de garde au 3e étage ces dernières années et qui est parfaitement conscient, et ça prenait peut-être un anglophone de Montréal pour comprendre que le public des Canadiens, c'est 80% de francophones. Et donc, quand n'importe quel commerce chouchoute son 80% de clientèle. Et donc, il y a une conscience qui s'est opérée ces dernières années. Moi, j'ai pu la vivre comme fan et comme musicien dans le Colocas. Je te donne juste l'exemple de quand on a fait la mise au jeu, on a le lancement de saison officiel de la LNH cette année. Il y avait 3 groupes. Il y avait Kings of Leon des États-Unis, il y avait The Beaches de Toronto, et il y avait le Colocas du Québec. Donc la LNH reconnaissait dans cette trinité-là les 3 marchés principaux de sa ligue, les États-Unis, le Canada et le Québec. Et qui avait fait rentrer le Colocas dans ce spectacle-là? C'est pas Gary.
C'est Geoff Molson. C'est Geoff Molson. Qui lui-même se promène aux francopholies et apprécie la musique francophone québécoise beaucoup plus qu'un certain Raymond Lalonde, par exemple. Bien, je suis content que tu parles de Raymond Lalonde parce que là, on va recaler la cassette au printemps 2010, qui est le dernier grand printemps de Montréal. C'est le printemps de la finale d'association, le Gold à Lac et le but. Oui. La tourne, on l'a vendue on l'a sortie en 2009 et là, on s'était fait éclairer rapidement. Oui. Mais elle était prête depuis 2008. Exact. OK. Et tu m'avais apporté ça comme ça. Puis là, de fil en aiguille, on est arrivé au printemps 2010. Oui. Et à l'invitation de le faire à 17h dans le rassemblement des fans aux abords du Centre Bell à l'extérieur. Cette espèce de communion qu'il y a eu avec cette chanson-là. Mais il y avait un obstacle qui s'appelait Raymond Lalonde. Bien, tu sais, c'est que la chanson était partout au Québec. Elle arrêtait au rempart du Centre Bell. Exactement. Elle ne rentrait pas dans la baraque. Elle n'avait pas son billet. Non. Comme plusieurs fans des Canadiens, rester dehors sur le tailgate. T'sais. Et c'est Raymond, forcé de constater, Raymond et compagnie, là, disons-le, là, mais c'est l'appareil marketing des Canadiens qui, à ce moment-là, n'était pas branché sur les fans francophones, vraiment pas. Et c'est quand même ironique et instructif que le patron anglophone, mais de Montréal, donc c'est pas un Américain, les Anglos de Montréal, surtout comme les Molson, ils savent très bien dans quel contexte ils sont. Et donc, lui, il est francophile. Il est conscient de ça. Il est conscient aussi, comme homme d'affaires, que c'est une partie de son marché qui est importante, puis il n'est pas calme. Et il se garde bien aussi, à travers l'institution qu'est le Canadien, de prendre des positions. Et je reviens dans la joute politique aussi. Non, dans ce sens-là. Mais tu dis ça, est-ce que le Canadien est une institution apolitique? Je te dirais que pendant l'hymne national, on commence en français, on finit en anglais. Ça veut dire que c'est un choix. Moi, quand je suis allé en Suisse voir Bob Hartley avec les Lions de Zurich, à l'équipe de Bienne, c'est dans un territoire alémanique qu'on appelle donc allemand, en Suisse allemande, mais il y a des francophones aussi qui sont là. Et tout est bilingue. Les annonces de but sont bilingues, mais pas juste bilingues. Une fois, on annonce en français d'abord, une fois en allemand, et on alterne comme ça à chaque fois, tout le temps, pour pas donner préséance à une des langues. Parce que là, bien sûr que quand les gens vont chanter à la fin, c'est là le climax. Donc, déjà, quand tu mets le Haut-Canada en anglais à la fin, ton climax, il est atteint en anglais. Donc, c'est un choix qu'on fait. On met le drapeau du Canada. On invite souvent la fanfare de l'armée canadienne aussi. Il y a un maillage avec l'armée, avec les vétérans. Je le conteste pas, je le constate. Ça, c'est la réalité. Donc, ça, pour moi, ce sont des symboles, des oriflammes politiques qui servent un pays plus qu'un autre. Alors qu'à Québec, à l'époque, l'annonceur maison ne travaillait qu'en français et l'hymne national était en français d'un bout à l'autre également. Puis c'est ça qui serait intéressant de voir avec le retour des Nordiques, où est-ce qu'on en serait là-dessus. Moi, j'ose croire qu'on considérait encore que le marché des Nordiques est un marché exclusivement ou presque exclusivement francophone, puis que tout le monde est bienvenu, mais que ça va se passer en français. Parce que, tu as évoqué tantôt Maurice Richard, qui pour moi est le plus beau symbole ou le plus grand symbole de la Révolution tranquille ou du soulèvement du peuple québécois. Bien, c'est l'amorce, c'est le silex. Mais on n'a jamais su pour qui Maurice penchait lorsqu'il se présentait dans l'isoloir. Bien, moi, j'ai su une chose, puis c'est Régent Tremblay qui le disait, parce que Régent, lui, on connaît ses allégeances, puis lui, dans une entrevue, vers la fin, il ne jouait plus au hockey, il disait « Maurice, considérant ce que tu incarnes, ce que tu as été, puis ce que tu as fait, puis comment les gens te considèrent, arrête de me dire que tu n'es pas Québécois plus que Canadien, puis dis-nous-le donc collectivement qu'on est Québécois. » Puis là, Maurice de lui dire « Tu m'embarqueras pas dans tes affaires de politique. » Donc lui, sa politique, c'était avec ses patins puis son hockey. En dehors de ça, il ne voulait rien savoir. Et le message était assez clair. Mais lui là, comme personne, puis comme c'est la génération de mon grand-père, c'est un Canadien français. Puis quand moi, j'essayais d'expliquer à mon grand-père qu'on voulait devenir indépendant puis qu'on allait s'extraire du Canada, il avait l'impression que j'allais y arracher son bras canadien. Puis il voulait pas ça. T'sais. Puis Maurice, j'ai l'impression que dans sa conception politique, c'était un peu ça. Mais n'empêche, qu'il l'ait voulu ou non, il a incarné une résistance puis une posture verticale pour une collectivité. Puis ça, il en était conscient, par exemple. Le printemps érable, un printemps de rassemblement, de soulèvement, mais certains aiment le voir comme un printemps de division, alors qu'un printemps du Canadien,
n'est jamais un printemps de division, est toujours unilatéralement un printemps de rassemblement et de soulèvement collectif. Puis je te dirais, particulièrement dans le cas où c'est la seule équipe canadienne en lice, puis qu'il n'y en a pas de l'autre bord de l'Outaouais. T'sais. Alors là, à ce moment-là, je veux dire, on peut même plus se moquer des Leafs. Moi, je me moque même plus des Maple Leafs. Ben non, j'ai une immense compassion pour les fans. Ouais. C'est même plus drôle. Ouais. Alors, qui sait si ce sera Boston ou Philadelphie plus tard, mais pour l'instant, c'est Tampa Bay. Et il n'y a rien de clair dans cette série-là. Il n'y a rien qui allume, il n'y a rien qui anime, mais il n'y a rien comme l'avoir commencé pour que ça délire complètement sur la métropole. Oui, c'est clair. Puis ce qui est cool, vraiment, avec Tampa Bay, c'est que c'est vraiment une équipe contre qui on peut être bon. C'est pas Boston qui va nous rentrer dedans puis qui va nous sortir les coudes d'en face. C'est une équipe rapide, donc on n'aura pas le choix d'être rapide. On est capable d'être rapide. Puis moi, à mon avis, c'est quand on est rapide qu'on est bon. Puis comme on a un très bon gardien, puis j'ai l'impression qu'il va être bon, tu vois, tout le monde dit que ça va s'étirer en 7 et tout. Moi, j'ose d'y aller d'une folie. Canadien en 5. Puis ouais? pour la bonne raison que si ça s'étire en 7 contre Tampa Bay, c'est que ça ira pas bien par la suite. Ça va être Boston après, puis ça va s'éteindre. Mais si on claire Tampa Bay rapidement, si on a le temps de refaire nos forces, bien après ça, Dieu sait ce qui peut arriver. Mais sérieusement, tant qu'à moi, Boston, c'est le prétendant au saladier. Puis si ça se trouve, on va les ramasser pas très loin après. Donc, c'est toujours dur. Tu gagnes jamais à la coupe par hasard parce que tu passes, puis elle est là. Tu gagnes parce que tu as gagné 16 matchs. C'est ça que ça veut dire. Puis j'essaie d'expliquer à mon gars ce que ça prend pour gagner la Coupe Stanley d'un point de vue mathématique avec les 4 de 7 puis tout ça. Mais il dit, ça fait beaucoup de parties, papa. Oui, ça fait beaucoup de parties. Effectivement. Ça en fait en crise, les parties. On dit que 82 matchs, une saison fleuve qui n'a pas de sens, tu peux en jouer 27 avant de finalement remporter la Coupe Stanley. Tu y crois, un printemps, une réédition de 2010, un printemps de 3 rondes, disons. Là. La Coupe Stanley, j'ose plus y croire, personnellement. Non, je pense que Bergevin travaille bien en ce sens-là. Là. Ben, Vanek, on s'entend que c'est magistral. Il restera pas. Mais peu importe s'il reste. Exact, c'est pas important. Il est arrivé ici, il n'a rien coûté. Exact. Puis on a un premier trio. Exact. Un vrai premier trio. Et on a 3 rondes grâce à ça. T'as un centre, un bon centre avec 2 gros ailiers qui vont dans le trafic. C'est ça, un premier trio. Puis il est là, enfin. Exact. Puis moi, je te dirais, par contre, ma seule inquiétude, c'est Purnell Carl. Il est jeune, il est fringant, oui. Il est capable du meilleur. À mon avis, c'est le meilleur patineur de la Ligue. Je ne me lasse jamais de regarder ce gars-là patiner. Mais qu'est-ce qu'il fait des gaffes? Mais il rivalise pas avec Victor Edmond de l'autre côté, qui a une émergence extraordinaire, qui va donner 30 excellentes minutes à chaque match au Lightning en défensive. Leur meilleur à la ligne bleue est meilleur que le nôtre. Bien, ça, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. Puis là, on dit, est-ce que l'entraîneur tient la bride de la mauvaise façon? Est-ce qu'il ne faut pas le laisser jouer? Parce que oui, c'est quelqu'un d'instinctif. C'est vrai qu'il est instinctif. Moi, je suis le premier à dire, comme créateur, laisse aller un créateur. Mais à un moment donné, si tu es toujours en train de barbouiller tout le monde avec tes pinceaux, bien, je veux dire, focus sur ta toile aussi, là. Mais... L'analogie est excellente, mais contre Tampa Bay, je le laisserai aller. Ouais. Je le laisserai aller. Mais tu vois, moi, en tout cas, lui, si on le laisse aller, si le premier trio marche, puis si Kerry fait le travail, honnêtement, je veux dire, je vois pas comment on peut pas au moins avoir du fun contre Tampa Bay. Mais là, la question, crois-tu au saladier cette année? Et je pense qu'il y a des meilleures équipes que les Canadiens dans la Ligue en ce moment. Exactement comme en 93 et en 86. Mais je ne le sais pas, par exemple. C'est parce que 93 et 86, qui y avait entre les 2 poteaux? Il y avait un guerrier qui va probablement gagner le meilleur entraîneur cette année. Assurément. Assurément. Donc, ce gars-là, c'est pas. Tu comprends bien que quand il fait sa job, il fait pas juste faire sa job. Il entraîne tout le monde. Il faisait pas juste arrêter des rondelles. Il rendait tout le monde meilleur en avant. Exact. Puis quand il disait en première période, là, OK, les gars, il y en a une qui est rentrée, là, désolé, c'est de ma faute. Moi, je vous dis, il n'en rentre plus. Bien, tes joueurs d'avant, après ça, là, ils ont le goût d'aller un petit peu plus en avant, puis ils peuvent se permettre de prendre des risques, ils le savent. Ouais. Carey Price, c'est un bon gardien. Il est technique, il est gros, il est rapide. Mais il y a encore, à mon avis, à cause de son passé, une incertitude psychologique
qui subsiste et qui peut-être va subsister toute sa carrière, même s'il va arrêter les rondelles. Il est bon pour arrêter les rondelles. Mais est-ce qu'il est suffisant pour faire en sorte qu'un premier trio compte plus de buts à cause de sa stature, à cause de ce qu'il dit ou ce qu'il dit pas dans le vestiaire? Parce que, tu sais, il va jamais lancer de télé, Carey Price. C'est pas son style. Non. Puis on lui demandera pas de faire ça. Puis moi, je fais pas partie de ses détracteurs. Je le trouve bon. Je suis content qu'on l'ait. Puis oui, je pense que c'est le meilleur gardien de la Ligue. Mais ce n'est pas le même type de gardien que Patrick Roy. Puis en 93 ou en 86, ça prenait d'autres choses qu'un gars qui arrête des pucks. Parce que un leader dans la chambre, un meneur d'hommes, un général, il n'y en a pas dans la chambre des Canadiens. En tout cas, je ne suis jamais allé, là. Pacioretty, probablement. Mort-terrain chez tous les bons libraires et les autres. Et les moins bons. Et tu poursuis tes allers-retours à Gatineau. Oui. Parce qu'on aime t'y entendre en parler, comme sur toutes les autres tribunes d'ailleurs. Oui, et je poursuis en ce moment la scénarisation de Mort-terrain parce que j'aimerais en faire un film. Oui, tu en as parlé au lancement d'ailleurs. Exact. Bien, c'est déjà, je le voyais quand je l'écrivais, puis je voyais ceux qui l'ont lu me disent qu'il y a un film dans le livre aussi. Puis avec le Colocasse, on se promène encore. La tournée n'est pas terminée. Notamment, je dis ça, le 24 juin, à Bois-des-Filions pour la Saint-Jean. Et bravo aux locaux d'avoir percé le mystère du temple et d'être parvenu à presque l'impossible. Je revois encore Don Cherry et Ron McLean vantant les mérites de Locolocasse. C'est la chanson Le But en 2010 et maintenant Le But est dans le temple. Il reste juste à espérer que cette chanson-là puisse encourager les partisans à encourager l'équipe pour qu'on puisse la mettre dedans. C'est toujours un plaisir, Biz. À une prochaine crème mentale et merci d'avoir pris le temps. Salut! Ça sent jusqu'ici. Hein?